excusons de cette interruption involontaire. Je disais donc aux chers téléspectateurs, merci de choisir la première chaîne de télévision nationale. Aujourd'hui, notre but est de sensibiliser, informer sur l'épilepsie avec les professionnels en charge. Vous expliquerons sur la connaissance scientifique sur la maladie autrefois considérée comme la maladie du diable. Détrompez-vous, chers téléspectateurs, tel n'est pas le cas. Tout à l'heure, nous allons voir quels sont les causes de la maladie et les modes de traitement. Les éléments de réponse, c'est avec notre spécialiste du jour, Dr Barry Souleymane Digué, neurologue en service au CHU. Donc, Yasdine, j'allais dire encore une fois, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Dr Barry. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions tout à l'heure et à celles des téléspectateurs. Quelle sera la deuxième partie de l'émission? Pour nous joindre, appelez au 620 58 93 70. En attendant la libre antenne, nous allons nous entretenir avec notre invité du jour et nous revenons à vous, Dr Barry, juste après ceci. Retour donc sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment l'épilepsie. La journée de l'épilepsie a été célébrée le 8 février dernier en Guinée, un moment de communion entre parents, patients et malades. Surtout, c'est un moment privilégié d'échange privilégié d'échange entre les professionnels et malades, une belle opportunité pour communiquer et sensibiliser le grand public. Docteur Barry, depuis quand le service de neurologie s'est engagé dans cette lutte? Merci donc, Madame la journaliste, de m'avoir donné l'occasion, n'est-ce pas, de passer sur votre plateau, de parler de ce thème combien important, portant sur l'épilepsie. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier le chef de service qui a porté sa confiance à ma modeste personne, pour déléguer au nom du service pour venir parler de ce thème, important pour le public, mais également important pour les professionnels que nous sommes. Ceci dit, depuis la création du service de neurologie en fait, de l'hôpital national Yazine, il s'est fixé comme objectif 3 volets, en fait, le volet formation, le volet recherche et le volet soins. Et donc c'est dans ce cadre que l'épilepsie a été considérée comme toutes les autres pathologies neurologiques comme étant des pathologies qui étaient quand même susceptibles d'être traitées, d'être suivies dans notre service. D'accord. Alors, depuis sa création jusqu'à maintenant. Alors, aujourd'hui, je disais donc que notre but, c'est de sensibiliser la famille, les voisins, la société guinéenne en général. Stop à la stigmatisation aux personnes souffrant avec la maladie. Docteur Barry, d'abord, c'est quoi l'épilepsie? Très bien, madame. L'épilepsie, la définition est un peu complexe pour le grand public. Les gens pensent que c'est tout ce qui tombe les là. Termes simples voilà, pour que simple pour que le public tous. entre dans... Voilà. Donc, la définition de l'épilepsie en tant que maladie est différente de la définition des crises épileptiques. La maladie se définit par la répétition des crises ou bien une seule crise, mais avec une condition de prédisposition durable de générer des crises épileptiques, bien sûr. Donc, vous avez vu, il n'y a pas d'épilepsie sans crise d'épilepsie. Il faudrait que ces crises-là se répètent dans le temps pour qu'on puisse parler de maladie épileptique. Alors, vous allez me demander, c'est quoi une crise épileptique peut-être? Alors, continuez déjà. Très bien. Alors, la crise épileptique constitue une manifestation clinique neurologique. Donc, elle peut être motrice, elle peut être sensitive, elle peut être végétative, elle peut être psychique, mais qui est consécutive à une décharge hypersynchrone, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une population neuronale qui décharge au même moment suffisamment pour que cet influx puisse créer une crise. En plus, ça doit être paroxystique, donc de début et de fin brusque, et c'est transitoire. C'est pour quelques instants, de quelques secondes à quelques minutes, et la crise passe. Voilà. Très bien. Alors, avant de poursuivre, nous allons suivre un élément de la rédaction du journal télévisé réalisé donc par notre confrère du JT. D'accord.
L'épilepsie, aussi appelée mal comiciale, touche plus de 50 millions de personnes à travers le monde. Elle est la maladie neurologique la plus fréquente après la migraine. La moitié des épileptiques ont moins de 20 ans. Les causes de cette maladie sont diverses. L'épilepsie est loin d'être mystérieuse. Et d'ailleurs, quand on parle de science, l'idée de la science, c'est de faire des choses qui sont reproductibles. Ça veut dire qu'il y a des modèles animaux où quand on fait une lésion au niveau du cerveau, l'animal fait des crises d'épilepsie. Donc l'épilepsie, ce qu'il faut retenir pour le grand public, c'est que c'est une maladie du cerveau. C'est l'expression d'une souffrance cérébrale. Si vous avez un accident de la voie publique et que votre cerveau touche le crâne, ou si vous avez une tumeur du cerveau, ou si vous avez un accident vasculaire cérébral par exemple, c'est-à-dire que le sang n'arrive pas bien au niveau du cerveau, vous pouvez faire une crise d'épilepsie. Ça n'a rien à voir avec la maladie du diable. Il y a 2000 ans, avant Hippocrate, en Europe aussi, les gens pensaient que c'était une maladie liée au diable, mais avec l'évolution de la science, avec la possibilité d'enregistrer dans le cerveau les crises d'épilepsie, on a compris que c'était tout simplement l'expression d'une souffrance des cellules du cerveau. Au dire des spécialistes, les épilepsies sont dues à une lésion cérébrale suite à des malformations congénitales ou les traumatismes crâniens, pour ne citer que cela. En Guinée, il n'existe pas de statistiques fiables liées à l'épilepsie, mais le CHU d'Ignasdine reçoit 40 patients par mois. Les enfants, dont l'âge varie entre 3 et 5 ans, se comptent parmi les victimes. L'antiépileptique le moins cher, et normalement le plus disponible dans le monde, c'est le phénobarbital. Il a été inventé il y a plus de 100 ans. Hier, il y a des patients qui vous disent « mais on n'arrive pas à trouver le phénobarbital dans les pharmacies ». Et je suis prêt à défier n'importe qui, c'est un fait. Il y a les anciennes molécules, c'est celles que nous on prescrit ici. C'est le phénobarbital, c'est le valproate de sodium, c'est la carbamazépine. Il y en a 3 qui sont disponibles ici, mais voilà, les nouvelles molécules, ça on n'en parle pas. Alors que ces nouvelles molécules sont très importantes parce qu'elles ont moins d'effets secondaires. Et donc, surtout que l'épilepsie touche surtout les enfants qui vont à l'école, il est important de lutter pour avoir les nouveaux médicaments parce que ça va leur permettre surtout d'étudier. Les anciennes molécules, si elles peuvent arrêter les crises d'épilepsie, il faut savoir, ont un impact sur le développement psychomoteur de l'enfant. Et donc, ça ralentit l'enfant à l'école, donc il étudie moins bien, ça peut être source d'échec scolaire. Alors que si on se battait pour avoir certaines molécules comme celles que les Américains nous ont amenées, qui sont bien sûr à notre portée, ça permettrait de mieux soigner les gens sur une durée plus importante parce que c'est des grandes boîtes qui peuvent faire 6 mois de traitement. La Guinée dispose de 3 services spécialisés dans le traitement de l'épilepsie. Des services sont à Conakry, au niveau de l'hôpital national Ignasdine, du CHU Donka et l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Revenons donc sur le commentaire du professeur Abbas Cissé. Docteur Barry, quelle lecture faites-vous par rapport à cela? Ben oui, on comprend par là que l'épilepsie est un problème de santé publique chez nous aussi. Ce n'est pas aussi un apanage de la Guinée, c'est un problème mondial parce que l'épilepsie touche une personne sur 100 dans le monde, soit environ 50 millions de personnes. Voilà, donc c'est la maladie neurologique, comme il a si bien dit, la plus fréquente après la migraine. Donc vous voyez combien la maladie touche beaucoup de personnes. C'est un problème de santé publique. En plus de cela, nous avons des difficultés chez nous particulières qui sont liées à la prise en charge, aux équipements qui sont liés Docteur Barry, excusez-moi, moi j'ai vu dans le reportage les épileptiques qui sont dans les pousse-pousse, mais par contre il y a d'autres qui sont physiquement portants mais qui font des crises épileptiques. Qu'est-ce qui cause cela ou quelle est la différence entre ceux qui sont morphologiquement pas portants et par contre d'autres physiquement mais ils sont épileptiques? Très bien. Alors, pour revenir à cette question, je voudrais d'abord qu'il n'y a pas qu'une seule épilepsie, il y a des épilepsies. Les épilepsies sont en fonction en fait de l'expression clinique, mais aussi de l'étiologie, de la cause. Il y a ces épileptiques qui ont des malformations depuis
la grossesse jusqu'à la naissance, des souffrances fétales et tout. Donc quand il y a un retard au développement psychomoteur, comme l'a si bien dit le professeur Fodé Abbas, on peut avoir des personnes débiles, un peu, si vous voulez, moins intelligentes que les autres, ou bien des malformations carrément morphologiques, physiques, qu'on peut remarquer à l'œil nu sur les patients. Donc, ceci dit, ce n'est pas l'épilepsie en tant que telle qui engendre cela, mais c'est plutôt la cause. Il y a aussi le fait que quand une personne fait plusieurs crises épileptiques, elle a tendance à adopter ce qu'on appelle la personnalité épileptique. C'est-à-dire? Elle se méfie. Parce que l'un des caractères les plus importants de la crise, c'est qu'elle est imprévisible. Elle ne s'annonce pas. Elle peut survenir, il n'y a pas de signe annonciateur, elle peut survenir à tout moment. Et du coup, la personne est réticente. Elle a peur de faire la crise n'importe où, devant n'importe qui. Oui, ça devient un peu gênant. Et quand les fréquences, cela s'ajoute la fréquence qui est rapprochée des crises. Vous pouvez voir des épileptiques qui font plusieurs crises par jour, alors que certains ne font qu'une seule crise par plusieurs années, 2 ans, 3 ans sans faire la crise et refaire une seule crise. Et du coup, donc, cela change aussi la personnalité, la façon de la personne de s'adapter à la vie quotidienne. Alors, ceux qui font des crises une fois par an, c'est ceux-là qui peuvent aller à l'école, qu'on peut contrôler. Alors, rappelez-nous donc les causes et les facteurs favorisants de cette maladie, Dr Barry. Très bien. Pour le grand public, il faut retenir qu'il y a 2 catégories principales de causes. En fait, il y a ce qu'on appelle les causes idiopathiques, qui sont considérées comme étant des causes génétiques, et aussi les causes lésionnelles, qui sont dues à des lésions, soit dues à des maladies vasculaires, infectieuses, tumorales, tout ce que vous savez, ou bien un traumatisme crânien. Donc, ce sont ces 2 catégories-là. Mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle les épilepsies cryptogéniques. C'est-à-dire dont la cause n'est pas déterminée. On est en train de chercher, on pense qu'il y a une cause, mais on n'a pas encore la cause sous la main. On pense quand même qu'elle existe. On est en train de faire des investigations. Donc il y a entre les causes idiopathiques donc indéterminées, les causes idiopathiques indéterminées qui sont majoritairement dues aux causes génétiques, les causes lésionnelles, entre les deux, il y a ce qu'on appelle les causes cryptogéniques. Alors les causes idiopathiques, si vous voulez, ce n'est pas que la maladie est héréditaire, non. Moi, je suis épileptique, mes enfants doivent être forcément épileptiques. Donc cette maladie peut pas être héréditaire. Elle n'est pas héréditaire. Il y a des susceptibilités génétiques. Il y a un terrain familial qu'on peut retrouver. Donc ces personnes-là sont beaucoup plus prédisposées à faire la crise que d'autres personnes qui n'ont pas d'épileptique, qui n'ont pas ces gènes-là dans le corps. Maintenant, les facteurs favorisants. Par exemple, quelqu'un qui a ces susceptibilités génétiques-là et qui, par exemple, fait une nuit blanche, le manque de sommeil, ou bien le stress, ou bien l'émotion, ou bien certains épileptiques sont sensibles à la lumière. Donc la photosensibilité, avec le terrain, peut engendrer une crise épileptique. C'est pourquoi ces personnes-là font des crises à des moments précis, dans des circonstances précises. C'est soit que l'intéressé a pris de l'alcool, soit il a pris, il a veillé, il a fait une nuit blanche, ou bien il n'a pas bien dormi, ou bien il a une émotion quelconque, surtout positive, il a un événement heureux. Et cela s'ajoute au terrain génétique, il fait la crise. Il y a des facteurs déclenchants qui seuls déterminent une crise épileptique. En ce moment-là, on ne parle pas de maladie, mais plutôt de crise provoquée. C'est par exemple une hypoglycémie. Une hypoglycémie marquée peut engendrer une crise épileptique. L'intéressé ne va pas forcément reproduire cette crise-là jusqu'à sa vie. C'est une seule fois. Et chaque fois qu'on va provoquer une hypoglycémie chez la personne, cette personne-là va faire une crise. C'est une crise provoquée. Autre chose, c'est par exemple certains ions qui manquent dans le sang, comme le sodium, une hyponatrémie, peut engendrer une crise épileptique. Une hypocalcémie peut engendrer une crise épileptique. Mais toutes ces crises-là sont considérées comme étant des crises provoquées et ne rentrent pas dans le cadre de la maladie épileptique. Très bien. Nous continuons donc. Je crois que vous avez touché tout à l'heure comment se manifeste la maladie. J'aurais voulu qu'on revienne dessus. On reconnaît une personne, par exemple, nous qui ne sommes pas médecins, on reconnaît une personne épileptique par une crise épileptique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Comment la crise se manifeste? Comment elle se manifeste-t-elle?
Alors, qu'est-ce Très que bien, voilà. très bien, madame. Donc, il faut savoir que la crise est le symptôme et l'épilepsie, c'est la maladie. Alors, il y a plusieurs types de crises épileptiques. Hein. On peut les catégoriser en deux groupes. Il y a les crises généralisées et les crises partielles, récemment appelées crises focales. D'accord? Alors, quand est-ce une crise généralisée? C'est quand la décharge au niveau du cerveau est d'emblée. Qu'est-ce que vous appelez ici décharge? Vous vous souvenez quand j'ai défini la crise épileptique, j'avais dit que c'était successif des manifestations cliniques qui étaient tributaires d'une décharge hypersynchrone et paroxystique d'une population de neurones. Vous vous rappelez la définition? C'est des mots qu'on retient Donc, pas facilement. c'est une hyperexcitabilité D'accord. qui fait que les neurones déchargent. Quand les neurones déchargent, c'est une décharge électrique. Justement, c'est de ça que je voulais que vous décharge vous arriviez, électrique dans d'accord. le cerveau et qui va entraîner donc d'emblée, qui va envahir d'emblée les deux hémisphères cérébraux. Et quand cela arrive, tout le corps va participer à la crise. C'est ce qu'on appelle la crise généralisée. Cette crise généralisée se subdivise en deux grands groupes. Il y a ce qu'on appelle la crise type grand mal, c'est celle que tout le monde connaît, celle qui est spectaculaire. On parle de crise tonico-clonique généralisée, crise tonico-clonique CGTC, crise tonico-clonique Alors, les généralisée grand téléspectateurs, mal. on va se contenter Aussi, des expressions très bien. médicaux, comme Très ça, bien. médicales plutôt. Très bien. Et pour nous permettre de vous suivre, parce que je ne veux pas vous couper la parole, c'est intéressant. Très bien. Donc la crise grand mal et la crise petit mal. Petit mal, le plus souvent, c'est l'absence chez les enfants. Donc c'est un enfant qui était en train de jouer comme tous les autres. D'un seul coup, il est coupé du monde extérieur, il est en rupture avec le monde extérieur, il reste silencieux pendant quelques temps, quelques secondes, D'accord. 2 à 3 secondes, il revient à lui, il reprend l'activité là où il avait laissé. Donc c'est ça le petit mal. Mais il y a plusieurs types de petit mal. Le plus important et le plus connu, c'est l'épilepsie absence. Alors les crises partielles, quant à elles, peuvent être simples ou complexes. Simples quand il n'y a pas de perte de connaissance qui survient au cours de la crise. C'est-à-dire elles peuvent être des crises simples motrices, sensitives, éléments simples. C'est des secousses tonico-cloniques, c'est un fourmillement d'un côté, c'est une hypersalivation, c'est une sensation de faim, de remontée acide, hein, des hallucinations visuelles, auditives. Hein. Donc ça, c'est des crises simples. Et quand la conscience entre en jeu, c'est-à-dire qu'il y a perte de conscience, une suspension de la conscience, en ce moment on parle de crise complexe. Donc une crise partielle ou focale simple plus perte, plus ou moins perte de connaissance égale la crise partielle complexe. D'accord. Ce sont ces deux types de crises partielles que nous retrouvons chez les épileptiques. D'accord. Vous avez parlé de hypersalivation. C'est quand la crise engendre la salive en grande quantité, par exemple. Alors, est-ce que dans ce cas, on peut penser qu'elle peut être contagieuse? Non. D'accord. Je le dis déjà d'emblée qu'elle n'est pas contagieuse. D'accord. Non plus héréditaire. Elle n'est non plus héréditaire. Elle n'est Très ni bien. héréditaire ni contagieuse, l'épilepsie. Alors, rappelez-nous les personnes à risque qui sont plus exposées à contracter la maladie, peut-être pendant la grossesse ou après la grossesse. Très bien. Alors, il faut savoir que l'épilepsie a une répartition bimodale. On l'appelle comme ça parce que les enfants de moins de 10 ans sont beaucoup plus touchés et les personnes de troisième âge, à partir de 60 ans, 65 ans, ce sont les deux extrémités les plus touchées par l'épilepsie. Maintenant, quelqu'un qui a une prédisposition génétique, une femme par exemple qui a une prédisposition génétique, donc qui est susceptible de faire des crises, la grossesse est un facteur déclenchant parce qu'il y a un remaniement hormonal qui est là, qui peut faire que la personne peut faire des crises pendant la grossesse. Ou bien déjà elle est épileptique avant d'être en grossesse, ou elle est prédisposée au cours de la grossesse, elle fait une épilepsie. C'est des situations qui existent. Alors, une femme, par exemple, allez-y. Non, Quand vous terminez, allez-y. je vais poser la question. C'est des questions secondaires, allez-y. Donc, en fait, mais l'épilepsie ne contre-indique pas une grossesse, en fait. C'est ce que je voulais dire. Une femme épileptique peut bel et bien faire des enfants. Une femme en grossesse peut faire des enfants. Est-ce qu'une femme qui a subi un choc pendant la grossesse peut donner un enfant épileptique, par exemple? Un choc? Oui, un accident grave pendant la grossesse ou une peur extraordinaire pendant la grossesse. En tout cas, de cette façon-là, est-ce que la femme peut donner un enfant épileptique? Très bien.
Bon, dans la littérature, je n'ai pas vu un choc qui aurait reçu une femme enceinte et qui occasionnerait une épilepsie chez l'enfant. Toutefois, il y a des infections qui peuvent, à la longue, des infections néonatales, c'est-à-dire d'abord des infections de la femme qui peuvent contaminer le fœtus et après engendrer une infection cérébrale. Quand il y a une infection, donc soit des méninges ou bien de l'encéphale, ça s'appelle une encéphalite ou une méningoencéphalite, cela peut engendrer une épilepsie. Vous vous souvenez, vous avez dit qu'il y avait une épilepsie symptomatique qui est due à une lésion cérébrale. Donc, cette épilepsie-là rentre dans ce cadre-là. S'il y a une souffrance au niveau de l'accouchement, une souffrance fœtale, l'accouchement a été très très laborieux, ça a pris du temps, compliqué, l'enfant n'a pas pleuré dès l'accouchement. Voilà, dès après, il a fallu beaucoup de réanimation. Cela aussi peut engendrer une anoxie au niveau du cerveau et engendrer à la longue une épilepsie. Mais toujours est-il qu'un choc qu'aurait reçu la maman qui n'a pas atteint le fœtus ne peut pas donner un enfant épileptique. Alors, donc, on va laisser les symptômes d'un enfant, par exemple, qui est né normalement et pendant l'adolescence, on observe ou bien, d'après les consultations, on se rend compte que cet enfant, voilà quelques symptômes de la maladie, c'est possible? C'est possible. D'accord. C'est pourquoi, dans la prise en charge en pratique médicale, il est recommandé non seulement de reconnaître les types de crises, mais aussi de les classifier dans des syndromes bien définis. Parce que les syndromes sont âge dépendants. Un enfant qui, par exemple, qui aurait commencé à faire sa crise dès le premier mois de la vie est susceptible de faire une épilepsie, comment on appelle, une épilepsie myoclonique, juvénile. D'accord? C'est un type syndromique d'épilepsie. Un enfant qui va commencer à faire sa crise à partir de 3 mois ou à partir d'un an va faire un syndrome de West, il est décrit, ou bien un syndrome de Lennox-Gastaut. Tous, c'est des syndromes qui sont connus et qui ont leur pronostic et qui ont leur prise en charge bien codifiée. Voilà. Alors, docteur, vous avez dit, je reviens un tout petit peu en arrière par rapport à ce que vous avez dit, les enfants ou les personnes qui font des crises une fois par an, qu'est-ce que vous recommanderez? Parce que la personne n'est pas prédisposée, c'est-à-dire que la personne ne sait pas à quel moment intervient la crise. Qu'est-ce que vous recommandez aux parents également, à l'adolescent par exemple, qui fait des crises de temps à autre? Les crises, normalement, une fois qu'on a fait une première crise, une deuxième crise, même espacée, on doit faire une consultation en neurologie pour savoir est-ce qu'il y a une prédisposition génétique à faire la crise ou bien il y a une cause lésionnaire. Et donc, à partir de l'examen somatique du patient, de l'examen neurologique et des investigations, on va classifier ce patient-là, comme je vous l'ai dit tantôt, dans un syndrome. Et quand on va le classifier dans un syndrome, il y a une prise en charge qui est codifiée, thérapeutique et pronostic. On sait que ce patient-là, avec le syndrome qu'il a, le syndrome épileptique qu'il a, il peut être traité efficacement par les médicaments antiépileptiques. Ou bien on sait que ces médicaments antiépileptiques vont jouer leur rôle pendant un moment et après, ça sera résistant. Le syndrome sera résistant au traitement. Et il faut peut-être passer à la chirurgie, il faut peut-être passer à d'autres volets du traitement épileptique. Dans ce cas, donc, la chirurgie peut intervenir? Oui, la chirurgie est un volet du traitement, on en viendra. C'est pour vous dire que toute personne épileptique doit être soumise à un traitement adéquat en fonction de l'épilepsie qu'il présente. Je vous ai dit tantôt qu'il n'y a pas qu'une seule épilepsie, mais plutôt plusieurs épilepsies. Ouais, les recommandations que moi je voulais savoir quand c'est un adolescent, dire aux parents de le surveiller, de ne pas aller près des fourneaux, d'éviter d'aller auprès des puits parce que ça nous... on ne sait pas quel moment intervient. Voilà, c'est de ces conseils-là que je voulais que vous recommandiez aux parents. Dans certains pays, docteur Barry, l'épilepsie est l'une des maladies les plus coûteuses pour des parents ainsi pour l'État. Est-ce que c'est le cas en Guinée? Oui, bien sûr, l'épilepsie est coûteuse. Déjà, dès la prise en charge, d'abord diagnostic. C'est-à-dire comment mettre la main, c'est ce que je venais de vous dire, le syndrome épileptique. Mettre la main sur l'étiologie, la cause.
pourquoi ce patient-là fait l'épilepsie. Il faut retrouver la cause. Pour cela, il y a toute une pile d'examens à faire, beaucoup d'examens à faire. Hein. Des examens biologiques, des examens génétiques qui coûtent excessivement cher, des examens imagériques, hein, la morphologie, l'électrophysiologie, c'est l'EEG simple intercritique, l'EEG pendant la crise et la vidéo EEG. On doit pouvoir faire tout ça pour arriver vraiment à poser le diagnostic de façon... Un bon résultat. Un bon résultat, aboutir à un diagnostic clair. Une fois qu'on a abouti à un diagnostic clair, il faut planifier un traitement le plus souvent à vie, hein, ou bien un traitement en tout cas au long cours, pendant plusieurs années. Ces médicaments-là, comme vous l'avez suivi avec le reportage, comme l'a si bien dit le professeur Fodé Abassissé, c'est des médicaments qui coûtent cher. Et d'ailleurs, c'est des médicaments qu'on ne retrouve pas chez nous. On a parlé des nouvelles molécules qui n'existent pas chez nous. Alors, les anciennes aussi ne sont pas souvent là. Pas de subvention pour... Pas de subvention. Je crois qu'il y a un programme. Je ne veux pas glisser dans ça. D'accord, il y a un programme. National de lutte voilà, parce que anti-épileptique. Dans certains pays, il y a un centre d'accueil pour les malades épileptiques pour faciliter le traitement. Parce qu'ils sont dispersés à travers le pays. Il faut un cadre pour le suivi. Alors, vous avez parlé, il n'y en a pas. Voilà, justement, je voulais vous dire, à part ce qu'on a vu dans le reportage Iazine, Donka, sinon, il n'y a pas un autre centre d'accueil pour rassembler ces malades-là? Privé, il y en a. Il y a, je crois, non, privé, ça ne nous intéresse pas. Ça devient plus... Voilà, c'est l'État. L'État, je crois qu'il y a la Ligue guinéenne de lutte contre l'épilepsie qui existe, qui regroupe des professionnels, mais aussi des malades, mais qui peine à fonctionner. Je crois que c'est le professeur Fodé Abbas qui est encore le président de cette ligue-là. Donc, mais qui, parce que par manque de subventions, par manque de moyens, qui peine à fonctionner. Vous avez vu, le seul EEG qu'on a au sein du service de neurologie, c'est quand les Américains sont venus dans le cadre de leur programme, là, en collaboration avec le service, l'hôpital et le ministère, qui nous ont laissé cet EEG-là. Sinon, il n'y avait pas d'EEG au sein du service. Alors moi, j'ai vu dans le reportage, le centre de neurologie, c'est restreint pour recueillir ou pour recevoir tous ces patients. Alors, c'est pourquoi j'aurais voulu voir qu'est-ce que l'État fait dans ce sens. Il va peut-être que le petit message, vous allez donner des messages. Oui, bien vous avez parlé tout à l'heure la prise en charge. Qu'est-ce qu'il faut pour améliorer la prise en charge et les soins? Nous restons toujours dans le même cadre. Oui, c'est d'abord l'équipement du plateau technique du service de neurologie. Il faut d'abord doter le service de neurologie d'unités neurophysiologiques. Hein? Parce que nous avons les médecins, c'est les équipements qui nous manquent. En tout cas, je peux en témoigner. Nous avons des médecins compétents. Très bien, merci. Et donc, il y a que nous manquons d'équipement. Cela commence par l'EEG. Parce qu'avant, on considérait qu'il n'y avait pas d'épilepsie sans EEG, mais on a compris à la fin que l'EEG peut être normal chez une personne épileptique. Donc, la normalité de l'EEG ne compromet pas le diagnostic d'épilepsie. Deuxième chose, c'est les examens morphologiques. Il faut voir l'encéphale, il faut voir le cerveau qui est en train de décharger. Il faut voir s'il n'y a pas de lésions qui sont visibles, par exemple, au scanner. Nous n'avons pas de scanner chez nous, au sein de l'hôpital Yancy. Nous n'avons pas d'IRM. Il y a aussi les examens nucléaires. Ça s'appelle le PET scan et ça n'existe pas chez nous. Donc il faut d'abord commencer par équiper l'hôpital. Et après, arriver maintenant peut-être à la disponibilisation des appareils de dernière génération. Les dernières générations. C'est ça le monde aussi. Ouais, le monde évolue, la médecine évolue, tout évolue. Voilà, donc il faut que nous nous mettions là-dedans pour faire la concurrence. Sinon, c'est les autres pays qui vont prendre les patients. Tout le monde va courir vers les pays de la sous-région. Très bien. Nous avons les médecins compétents. Vous resterez ici. On va tout faire pour que vous soyez là. Alors, vous avez parlé de la chirurgie. Oui. Alors, dites-nous en gros les éventails thérapeutiques, comment cette maladie, comment est-ce qu'on traite l'épilepsie ici chez nous? De quelle façon vous traitez? Très bien. Alors, une fois que le diagnostic est posé, le diagnostic syndromique est posé, nous commençons au niveau de la première ligne du traitement. C'est-à-dire on choisit l'antiépileptique le plus adapté
et on commence avec les doses les plus faibles, parce qu'il faut arriver à la dose la plus faible efficace. Faut pas, vous n'êtes pas sans savoir que ces médicaments-là sont des médicaments qui ne sont pas dénués de tout effet secondaire. C'est des médicaments qui ont beaucoup d'effets secondaires. Donc nous sommes obligés d'aller avec des faibles doses pour atteindre la plus faible dose efficace. Alors si la monothérapie ne marche pas, quand on a changé de molécule, c'est-à-dire on essaie une première molécule, elle ne marche pas. On essaie une deuxième molécule, elle ne marche pas. Une troisième molécule avec les doses maximales, ça ne marche pas. Ce qu'on fait, c'est la bithérapie. On associe les antiépileptiques. Ou la trithérapie. À 2, à 3, même à 4. Et quand cela ne marche pas, le patient rentre dans le cadre appelé l'épilepsie pharmacorésistante. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ces crises-là se rebellent au traitement anti-épileptique. Il faut doubler quoi? On a déjà doublé, on a triplé, on a quadruplé. Ben, mais ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Alors, qu'est-ce et en qu'il ce faut moment-là, on fait recours soit à la chirurgie, soit à un régime cétogène, quoi. Donc on fait une diète cétogène. Il y a diète cétogène est un peu plus clair parce qu'aujourd'hui les termes sont il y a des régimes alimentaires qui sont appropriés pour une certaine catégorie d'épileptiques. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup plus de lipides, on apporte beaucoup plus de calories et de graisse que de glucides. Donc l'intéressé. Donc un régime alimentaire riche en lipides mais pauvre en glucides. Pendant quelque temps, sur certaines personnes, les crises peuvent disparaître. Ça peut marcher. Ou bien il y a ce qu'on appelle la stimulation vagale. Ça c'est vraiment la high technologie. Ça, c'est réservé vraiment à quelques centres, même européens, où on peut stimuler le nerf vague pour avoir une rémission des crises épileptiques. Ou bien c'est la chirurgie. Donc, mais la condition pour faire la chirurgie est que d'abord, il faut que l'épilepsie soit pharmacorésistante, premièrement. Deuxièmement, il faut que la lésion qui est à la base de l'épilepsie, de la décharge, soit à un niveau accessible à la chirurgie. C'est-à-dire corticale, bien circonscrite et qui ne touche pas aux fonctions essentielles, quoi. Le langage, les nerfs, quoi. Voilà, les nerfs, ok. Et en plus de ça, il faut qu'on ait fait tous ces examens-là, imagériques, morphologiques, pour déterminer réellement la lésion qui est en train de décharger. Voilà. Parce qu'on peut avoir des lésions, mais qui ne déchargent pas dans le cerveau. Il faut être sûr que c'est cette lésion-là qui est à la base de l'épilepsie et que cette lésion soit accessible à la chirurgie sans beaucoup de dommages pour le patient et que le patient soit résistant au traitement. D'accord. Voilà. Donc, dans ce cas, on peut guérir certains cas épileptiques. Quand on fait la chirurgie... C'est bientôt la deuxième partie de l'émission. Docteur, dans le reportage, c'est dit qu'il n'y a pas de statistiques fiables ici. Alors, vous confirmez cela? Oui. D'accord, vous confirmez. Alors, c'est la deuxième partie, comme je le disais tout à l'heure, quelques conseils, un message avant que le numéro ne s'affiche au bas de l'écran pour répondre à l'attente des téléspectateurs qui nous suivent sur la chaîne Leader. Mais c'est quand on a dans son entourage une personne ou dans sa famille une personne qui convulse ou bien qui, à des moments donnés, perd le contrôle. Il faut demander l'avis d'un médecin, et pas n'importe quel médecin, un médecin spécialiste. Il peut s'agir d'une épilepsie comme il peut s'agir d'autres situations. N'oubliez pas qu'il y a des situations qui simulent l'épilepsie. Entre autres, si vous prenez par exemple l'épilepsie, la crise spectaculaire que tout le monde connaît, la crise généralisée tonico-clonique, cette crise-là, elle peut ressembler à une syncope. Alors que ce n'est pas une crise épileptique. L'intéressé fait une syncope, on peut penser que c'est une crise épileptique. Ou bien elle peut, chez certaines personnes qui sont fragiles émotionnellement, ils peuvent avoir ce qu'on appelle la tendance hystérique. Donc on peut avoir une crise hystérique. L'intéressé copie la crise épileptique alors que ça n'est pas une crise épileptique. Pour les crises partielles, nous avons les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, surtout quand ils sont transitoires, peuvent simuler une crise épileptique. Ou bien la migraine avec aura peut simuler une crise épileptique. Les petites tumeurs aussi peuvent simuler une crise épileptique. Donc il faut aller vers les professionnels, demander leur avis et aboutir à un diagnostic, poser le diagnostic clairement et
commencer le Pour traitement. trouver une solution. Une solution, voilà. Allô? 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 C'est parti, c'était notre premier Oui. appel. Je disais donc les conseils aux parents. Maintenant, quand on a une personne dans la famille qui est épileptique connue, ça devient plus facile peut-être? plus facile, il faut que cette personne apprenne, l'aider à prendre son traitement correctement et régulièrement. Très bien. Voilà. Allô? 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 Bon, malheureusement, c'est parti. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir, monsieur. Nous vous Oui, écoutons. bonsoir. Oui, comment vous appelez? D'où vous nous appelez? Oui, vous allez bien? Très bien. Oui, c'est M. Traoré. D'où? M. Traoré. Oui, nous vous écoutons. Voilà, je voulais poser une question par rapport à cette émission-là. Très bien, allez-y. Allez-y. Voilà, donc j'ai quelqu'un qui a la maladie là. Mais quand ça arrive, elle mange ses lèvres, sa langue. D'accord. C'était ça la question? Alors, son inquiétude, elle a une malade, quand la crise arrive, elle se mord les langues, les lèvres. Très bien. Il peut bien s'agir d'une crise épileptique type grand mal, mais il peut aussi s'agir d'une crise de syncope, comme je vous l'ai dit tantôt. La seule différence est que chez nous, les professionnels, nous connaissons la différence, c'est que la morsure de la langue au cours d'une crise épileptique est latérale, alors que la morsure de la langue au cours d'une crise syncopale est terminale. Terminale. Donc c'est la partie antérieure qui est mordue, alors qu'en cas d'épilepsie, c'est la partie latérale qui est mordue. Mais c'est des éléments inconstants. Il y a plusieurs épileptiques qui ne mordent pas leur langue, qui ne perdent pas les urines. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est les différentes phases de déroulement d'une crise épileptique type grand mal. C'est d'abord la phase tonique, l'intéressé reste raide, contracturé. Après, c'est la phase clonique. Il y a des secousses qui font agiter tout le corps, dans tous les sens. Et après, c'est la phase résolutive où le patient se réveille avec un état confusionnel, il ne se rappelle de rien. De personne, de rien. De rien, de tout ce qui s'est passé. Alors, dans ce cas, vous recommandez quoi à cette patiente d'aller dans oui. les centres Déjà, spécialisés? le fait de faire la crise n'est pas bien. Parce que la crise est toujours une expression, comme l'a dit le professeur Apodé Abassi, c'est l'expression d'une souffrance cérébrale. D'accord. Il faut aller voir pourquoi il y a cette crise-là. Mon frère, si vous nous écoutez, il a dit, M. Traoré, il faut aller voir soit Dr Barry au CHU et à Zine. C'est une équipe. Voilà, il y a toute une équipe. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes sur ce plateau. Alors, vous pouvez voir Dr Barry Suleiman Djigué. Oui. Oui, peut-être il vous mettra en rapport avec l'équipe. Mais aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Oui. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. Bonsoir, vous allez bien? Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Vous nous appelez d'où? Comment vous vous appelez? Allô? C'est parti. Dommage. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Je m'appelle Sidibé Ibrahima, je vous appelle depuis Sangoya. Sangoya. Alors, nous vous écoutons, monsieur Sissi. Pardon? Nous vous écoutons. La question pour le médecin. Là, en fait, je vais poser la question par rapport à moi-même quand je suis un peu souffrant. Bon, souvent j'ai la nausée, et puis de temps en temps mon cœur qui bat un peu trop, ça. Reprenez parce que j'ai l'impression qu'il ne suit pas bien. Il n'a pas compris la question. Qu'est-ce qui vous arrive, vous, personnellement? Allô? Allô, oui. Oui, le problème, c'est quoi? Je dis souvent quand je mange, j'ai la nausée. Quand vous mangez, vous avez la nausée. Et puis et puis... Parlez un peu plus fort, monsieur Sissi, on ne vous entend pas.
Est-ce que vous comprenez, docteur Barry, quand il mange, Le il a premier des volet, nausées. oui, le premier volet. de Et question, j'ai compris. la deuxième, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive après? Bien ça. Le premier volet, oui, des nausées. D'emblée, on peut considérer que c'est un problème digestif qu'il a. Mais n'oubliez pas qu'il y a des types d'épilepsie, je vous ai dit ça tout de suite, à décharge digestive. Donc, surtout quand il s'agit des crises temporales, quand c'est par la partie externe, la face externe du lobe temporal qui décharge, on peut avoir ce genre de situation. Donc, une remontée acide avec nausées, douleurs abdominales, palpitations et tout. Ça, c'est la partie, la région limbique. D'accord. Allô? Allô? Oui, madame, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Allô monsieur? Allô? Malheureusement, il est parti également. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Allô? Ben, Bonjour. allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous vous appelez? Allô? Oui, bonjour. Allô? Allô, oui. Oui, je vais participer à l'émission. Et merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Comment vous vous appelez Allô? et d'où vous nous appelez? Vous nous appelez d'où? Allô? Moi, c'est Karim. D'accord, monsieur Karim. Vous y avez votre question. Moi, je suis l'un de vous. Je suis jusqu'au Mali. Très bien. Mais c'est bien ça. Alors, Oui, votre je inquiétude... voudrais savoir la limite frontalière entre l'épilepsie et les crises, les crises, les crises allergiques. Reprenez, s'il vous plaît, docteur. Vous Les avez crises compris? allergiques. Il a compris, donc il va répondre. Allez-y. Bon, sur le plan clinique, déjà, manifestation clinique, ce n'est pas la même manifestation clinique. Allergie, c'est par rapport peut-être à des éruptions cutanées, à des syndromes inflammatoires ou bien des œdèmes et tout ça. Ce n'est pas une crise typique, crise d'épilepsie, ce n'est pas une décharge. Ce n'est pas une allergie qui donne une décharge neuronale. D'accord. Allô? 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 Alors, je crois que c'était le dernier appel. Ah oui? Oui, un message à l'endroit de ceux qui nous regardent à travers la chaîne Leader, mais également à l'endroit des autorités. Parce que vous avez parlé des manquements, pas manquements, mais vous avez parlé des problèmes que vous avez dans votre service, tel le matériel qui manque, les matériels pour le traitement de cette pathologie, docteur Barry. Bien, merci. Mon message sera court. Hein. Je voudrais tout simplement, très rapidement, d'abord commencer par les remerciements, si vous permettez. Je voudrais exprimer ma gratitude et ma reconnaissance au patron de la neurologie guinéenne, qui est le professeur Amara Cissé, qui a formé beaucoup de neurologues. Il faut le savoir, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de neurologues, beaucoup de nos compatriotes qui sont aujourd'hui en France, qui sont bien formés, mais qui ne reviennent pas. On se pose la question, pourquoi ils ne reviennent pas? Parce qu'il n'y a pas de conditions créées, c'est ça la vérité. Tu reviens, tu laisses ce que tu es en train de faire là-bas, tu viens au pays, tu n'as aucune attache, c'est difficile, ça n'encourage pas. Donc, en tout cas, pour un jeune qui veut vraiment aller de l'avant, aller de loin, loin, voilà, aller loin, il faudrait qu'il y ait quand même des mesures d'accompagnement par rapport aux autorités. Très bien. Et aux autorités sanitaires, je dirais d'encourager et d'accompagner notre jeune chef de service, qui fait beaucoup. Vous avez vu, c'est à ses propres moyens qu'il a pu venir les Américains de Boston, qui ont fait des journées de consultation. Et Dieu seul sait combien de Guinéens ont été soulagés par ces journées de consultation libres, gratuites, avec même l'octroi des médicaments. Donc,
Et pour cela, ils doivent l'aider à équiper le service, à agrandir le service. Agrandir le service, à équiper, à le mettre dans un endroit accessible. N'oubliez pas que la première cause d'hospitalisation dans le service de neurologie, c'est les AVC. Et quand quelqu'un fait un AVC, il a un côté qui ne marche pas. Donc, difficile, il a des difficultés de marcher, difficultés de mobilité. De mobilité, très bien, de mobilité. Donc, monter les escaliers, c'est difficile. On aurait souhaité peut-être avoir un service où il y a beaucoup plus d'accessibilité en plein air, au rez-de-chaussée, ou bien avoir un ascenseur, comme dans les autres pays. Mais pourquoi pas? Des dispositifs pour faire monter les malades. Voilà. Donc, sur ce, je dirais aussi à la population de consulter chaque fois qu'il y a des phénomènes inhabituels chez une personne, qui tombe, qu'elle tombe ou qu'elle ne tombe pas. Parce que la crise généralisée tonico-clonique ne représente que 10% des crises épileptiques. Les 90 autres, c'est autre chose. Donc les gens passent à côté, et ça c'est la personne qui ressent ces phénomènes-là. Le plus souvent, l'entourage n'est pas au courant. Mais quand il y a des problèmes de type neurologique, c'est-à-dire sensitif, moteur, des problèmes végétatifs, des problèmes psychiques, il faut courir vite chez le médecin. Parce que plus le diagnostic est posé tôt, plus nous avons de chances de soigner, quand de c'est guérir. un adolescent, qu'est-ce qu'il faut? C'est les parents dans Le ce plus cas qui souvent, doivent les adolescents, je veux vous mettre à l'aise, madame, c'est que beaucoup de types syndromiques de crises épileptiques qui surviennent chez les enfants guérissent même de façon spontanée, sans traitement à l'âge d'adolescence. À 16 ans, il n'y a plus de crise. Mais ce qu'il faudrait faire, si les crises sont rapprochées ou bien handicapantes, il faut mettre un traitement en attendant que la crise ne disparaisse. Et une crise sous traitement qui ne survient plus pendant 2 ans est considérée comme étant une crise déjà, une épilepsie guérie. D'accord. Donc on peut arrêter le traitement pour voir est-ce que cette personne-là est guérie complètement. Chez les enfants, c'est 18 mois. Chez l'adulte, c'est 2 ans, mais chez les enfants, c'est 18 mois. Et aussi, il y a des professions qui sont interdites aux épileptiques, il faut le savoir. C'est la conduite, par exemple, automobile des poids lourds. C'est aussi certains sports. Hein. Même les motocyclistes, les motocyclistes, tout ça. Mais ceux-ci peuvent mettre des casques. Il y a quand même, si l'intéressé est sous traitement et il est équilibré, il n'y a pas de survenue de crise depuis 1 an. Il peut avoir sa voiture personnelle, il peut conduire sa moto, il peut... Mais si les crises sont espacées, hein? Oui, sont espacées. Je dis 1 an, il n'a pas fait de crise, sans crise. 1 an. Okay. En ce moment, on peut lui délivrer en permis de conduire. Mais c'est 1 an. Merci, et avec l'avis du neurologue. Donc, si tel n'est pas le cas... Tel n'est pas le cas, ce n'est pas la peine. Alors, c'était les recommandations de notre invité du jour, en l'occurrence, Dr Barry Suleiman Digué, qui était neurologue en service au CHU, donc qui a partagé les 55 minutes avec nous sur ce plateau. Et nous avons fait une rétrospective donc sur la journée de l'épilepsie en Guinée qui a été célébrée le 8 février dernier. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez été servis et ravis de ce numéro. Je remercie également toute l'équipe de Dimanche qui m'accompagne pour la réalisation de cette émission. Je vous recommande tout le temps de prendre soin de vous, de votre environnement, de votre alimentation. Mais aujourd'hui, prenez soin de vos enfants. Dès qu'il y a quelques crises inhabituelles, il faut s'y rendre à l'hôpital, voir les professionnels en charge, les professionnels tout court pour vous orienter et voir le spécialiste en question. Je vous retrouve la semaine prochaine si le propriétaire des jours à venir le souhaite bien. Alors gardez le sourire, je ne cesse de le dire, comme Stéphane Gisèle, est un devoir social. À la semaine prochaine, au revoir.